C'est une semaine spéciale sur les antennes des Pistonnés. Charles Leclerc a remporté son premier Grand Prix de Monaco et on va en parler. On en a parlé dans le débrief. Si jamais vous ne l'avez pas vu et consommé, je vous invite à le faire juste après cette vidéo, bien évidemment. Mais là, on va se projeter un petit peu plus sur cette saison 2024 et se poser la question de savoir justement si Charles Leclerc peut devenir champion du monde ou peut au moins, en tout cas, pousser Max Verstappen dans ses retranchements. Avec moi aujourd'hui, Brice Germain, l'excellent Brice Germain. Hamza n'est pas avec nous pour ce grand débat, mais il nous a aidé à préparer cette émission. Comment ça va, Brice? Bah ça va. Toujours aussi bien. Bah ouais, ravi de te retrouver. J'aime bien ces petits duos là. Ça me rappelle l'émission spéciale Hamilton qu'on avait fait ensemble. Exactement. Alors ne disons pas ça en mode c'est bien, c'est bien quand il n'y a pas le H. C'est mieux quand il y a Hamza, bien évidemment. Mais là il ne pouvait pas. Exactement, il ne pouvait pas. Et on pense bien sûr très très fort à notre ami Hamza. Il fera des commentaires s'il n'est pas d'accord. Exactement. Bah, quoi qu'il arrive, voilà, vous pourrez le lire en commentaire. Il y a pas de doute là-dessus. Je voulais juste commencer cette émission, Brice, faire un petit comment on appelle ça, erratum nécessaire et très important parce qu'il y a quelques semaines on a encore dit une bêtise sur le Mexique et j'ai reçu beaucoup de DM. Amérique du Nord. Voilà, ouais. C'est ça. J'ai reçu beaucoup de DM pour me dire que voilà, on se trompe à chaque fois sur la localisation du Mexique. Le Mexique est bien en Amérique du Nord, donc toutes nos excuses bien évidemment à tous les professeurs de géographie qui nous regardent et qui nous ont mis un petit taquet et un peu de pression. On s'excuse. Le Mexique, les enfants, c'est bien en Amérique du Nord. Voilà. L'erratum est fait et on peut lancer bien sûr ce grand débat. Capitale du Belize. Les professeurs d'histoire, de géographie vont encore m'attraper. Je ne l'ai pas. Belmopan, pour ceux qui l'ont. Bravo, ça c'est. Voilà. Ça s'appelle de l'étalage. Tu vois, non, tu vois, c'est ça le privilège de bosser avec des gens intelligents quand soi-même on est passé à côté de ses études. Voilà. Ne désespérez pas. C'est facile de citer celle que tu sais. Ouais. C'est exactement ça. On se replonge dans le débat, mon Brice. La victoire de Charles Leclerc, je disais, on l'a débriefé, lors du débrief du Grand Prix de Monaco qui est sorti ce lundi. Là, on est mercredi, on a pris un petit peu plus de recul et il y a une situation, en tout cas, notamment une situation qui a changé au championnat du monde et des constructeurs et des conducteurs. On regarde justement le petit habillage des classements après 8 grands prix en 2024. C'est une situation comptable qui nous a poussé justement à faire ce débat. Verstappen est à 169 points, Charles Leclerc à 31 points derrière, Norris à 56 points et quand on regarde la situation aux constructeurs, Red Bull 276 points, Leclerc à 24 points derrière et McLaren à 92 points du leader Red Bull. Comptablement, c'est la première question même que je vais te poser. On s'attendait pas forcément à ce que ce soit aussi serré à ce moment-là de la saison. Bah ouais, parce que ça fait un tiers. Mm-hmm. On est à 8 courses sur 24. Et non, on ne s'attendait pas à ça. Au bout de 4 courses et 3 victoires de Max sur 4, on s'attendait à ce que ça fasse une 2023. Je me souviens même de discussions avec Lucas où je lui disais tu verras, ce ne sera pas aussi violent que 2023. Il me disait mais dans quel monde ce sera pas aussi violent que 2023? Ça n'est pas aussi violent. Les statistiques peut-être sont flatteuses pour les concurrents de Red Bull. Il faut pas oublier qu'il y a eu l'abandon. C'est vrai. Parce qu'au final une Ferrari avec un abandon ça donne Sainz qui est lui loin au classement. Mais les abandons font partie du sport automobile. La Red Bull, on a un doute toujours sur la fiabilité, notamment sur la surchauffe, avec ses entrées d'air en pelle à tarte, là, je sais pas comment ils appellent ça. Donc, au final, après 8 courses, effectivement, personne n'est largué. Si ce n'est Sergio Pérez. Mais quand tu prends Norris, qui est un peu loin, mais notamment parce que le début de saison de McLaren est un peu compliqué, mais surtout Charles Leclerc, il y a match. Statistiquement, il y a match. Et Ferrari, puisqu'on oublie souvent les 6 points de Berman, mais quand les 6 points de Berman, les 108, je crois, de Sainz et les 130 et quelques de Leclerc, ça met Ferrari effectivement à 24 points de Red Bull, sachant que Pérez est de plus en plus en difficulté avec cette monoplace, comme chaque année, dès lors que Max Verstappen règle sa monoplace de plus en plus vers son pilotage, et comme l'expliquait Albon, c'est aussi difficile que si vous voulez commencer à naviguer sur votre ordinateur avec une souris à la sensibilité maximale. Et ben, il y a, à minima au constructeur, il y a match, et ça, je suis quasiment sûr qu'il y aura match. Ça dépendra des évolutions apportées. Complètement. Mais aussi au pilote. Max Verstappen reste le favori ultime de ce championnat, et pour le moment je ne m'inviterai pas à mettre une pièce sur un autre concurrent que lui au championnat, mais
il y a pas mal de choses qui viennent confirmer ce resserrement. Max Verstappen n'a pas gagné plus de 2 courses de suite cette saison. Ouais. Puisqu'il y a eu l'Australie, il y a eu Miami, il y a eu Monaco. Monaco. Au bout de 8 courses, non, Imola, il le gagne. Oui, Imola, il le gagne. Oui. Au bout de 8 courses, on est déjà, entre guillemets, à autant de courses perdues que sur tout 2023. Il y a des choses à mettre en exergue quand même. Exactement. Là, c'est bien sûr l'aspect statistique, on l'a dit, l'aspect comptable qui nous pousse à penser en tout cas, ou qui nous autorise à se poser la question de savoir si Ferrari et Charles Leclerc peuvent être des contenders. Et il y a aussi l'impression. Et le premier axe que j'ai envie qu'on développe ensemble justement, c'est est-ce qu'on voit pas l'émergence d'un nouveau Charles Leclerc, en tout cas cette saison, et d'autant plus après cette victoire du côté de Monaco. Regardez plutôt avec ce tableau. Je vous ai listé quelques constats et je te laisserai réagir là-dessus. Tu me diras ce que t'en penses. J'ai l'impression que Leclerc s'est amélioré notamment dans sa régularité. Il y a une stat qui trompe pas. 8 top 4 consécutifs sur cette saison 2024. C'est justement ce qu'on pouvait lui reprocher en 2022. Une meilleure gestion aussi également des courses. On se rappelle qu'en Chine, Charles Leclerc arrive à être le seul pilote à mettre bout à bout une stratégie à un seul arrêt. On se rappelle que la dégradation pneumatique, c'était quelque chose qu'il avait du mal à gérer aussi parce que c'était l'une des faiblesses, on va dire, des précédentes Ferrari. Moins d'abandon, moins d'erreurs. Rappelons-nous qu'en 2022, par exemple, il fait cette fameuse erreur stupide à la chicane, à Imola, qui lui coûte énormément de points. Et je donne pas l'exemple du Castellet que tu rappelles assez souvent. Une meilleure approche émotionnelle. On en a parlé dans le débrief, notamment lundi. Tout ce qu'a pu dire notamment Frédéric Vasseur sur le stress généré par le rendez-vous monégasque pour Charles Leclerc et le fait que cette année justement il était plutôt libéré. Une équipe plus solide, plus structurée aussi. Ferrari a progressé depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur, on l'a beaucoup répété depuis le début de la saison. Et puis là c'est un point d'interrogation, est-ce que durablement sa voiture pourra lutter aux avant-postes jusqu'à la fin de cette saison? Je voulais juste partager un avis que je partage moi-même. C'est celui d'un éditorialiste qui s'appelle Scott Mitchell Malm. Il travaille pour TheRace.com mais aussi également pour le magazine GQ. Il dit ceci: vous vous souvenez du début de 2022, la dernière fois où nous avons tous vraiment pensé qu'il y avait un combat pour le titre en perspective, et vous vous souvenez de l'échec de Charles Leclerc à Bakou qui a été comme un coup de poignard. Leclerc avait ensuite 34 points de retard sur Verstappen et les trajectoires respectives de leur équipe allaient dans des directions opposées. En comparaison, aujourd'hui, il compte 31 points de retard et Ferrari ressemble à une équipe en pleine ascension. C'est assez étonnant parce que si on voit juste la vision comptable, en 2022, on n'y croyait plus, alors comptablement c'était encore possible, et ça tranche complètement avec ce que tu viens de dire justement sur la situation comptable de 2024. Les trajectoires, encore une fois, les trajectoires nous montrent ça. En début de saison, on pensait vraiment que Ferrari en 2022 était la voiture à abattre, et elle a été abattue très vite. Il y a eu 2 victoires de Charles Leclerc, puis une en Autriche, et derrière, plus rien. Max Verstappen a tout pris. Alors ça va se jouer aux évolutions, encore une fois, mais effectivement, dans la trajectoire, Red Bull est plus que chassé aujourd'hui. Red Bull ne fait plus cavalier seul. Là où Red Bull a encore une chance, je trouve, c'est que il y a 2 aspects. Un, j'ai quand même le sentiment que Max Verstappen n'a pas besoin d'une voiture dominante pour gagner. Max Verstappen peut gagner ou peut faire des bons résultats ou des excellents résultats sans avoir une voiture parfaite. J'en veux pour preuve tout 2020, même fin 2019, où il récupère tout ce qu'il y a à récupérer des Mercedes à l'époque. Là, Verstappen, quand il termine 2e à Miami, on estime que c'est un échec. Mais il met plus de points que Leclerc. Lui, il trouve que c'est... Justement, lui dit que au regard de la performance, c'est plutôt comptablement une très bonne opération. Bah, bien sûr. Et en fait, on est tellement aveuglé par le fait que Max Verstappen ne gagne pas. Exactement, et a tellement dominé que même Imola, on a du mal à se souvenir que Verstappen a gagné. C'est vrai, t'as raison. Juste parce que les autres sont proches. Mais comptablement, il les rentre les points. Et puis à l'Australie en trompe-l'œil de tout ça. Mais l'avantage quand même de Red Bull, c'est que la Red Bull était... Est-ce qu'il y a un moment où Red Bull va être autant en difficulté que sur cet enchaînement-là? C'est pas sûr. Exactement. Et on sait pas. T'as raison. Des grands prix plus traditionnels arrivent. Là où peut-être la monoplace, la corrélation simulateur monoplace sera peut-être davantage juste entre Milton Keynes et la piste, ce qui leur permettra d'éviter de perdre 2 heures d'essai à essayer de régler la voiture. Et encore, même quand il y a ça, ils arrivent à la régler pour que Max Verstappen soit un concurrent à la pole.
s'il rate pas son tour à Monaco, comme le disait Hamza, même s'il est pour moi à 1 de 10e, et là il n'y a pas Hamza pour me contredire, je pense qu'il est 4e, mais 4e, c'est pas 10e, tu vois, il est pas en train de sombrer au championnat. Donc ils ont déjà cet avantage-là, Red Bull, d'avoir un Max Verstappen qui sait utiliser parfaitement cette monoplace, à l'instar de Sergio Perez. Et d'ailleurs, ça sera certainement problématique aux constructeurs, parce que Ferrari est très proche, comme on l'a dit. La deuxième chose, c'est que là, on parle de Leclerc. Mais Leclerc, il est pas seul. Il y a Sainz qui peut venir embêter. Clairement. Puis il l'a aidé notamment Monaco, d'une certaine manière. Et puis il y a Norris. Ferrari domine à Monaco. Ferrari ne dominait pas ni à Miami, ni à Imola. C'est McLaren qui est devant. Pour le moment, sur 3 typologies de circuits différentes, laquelle tu préfères conduire pour le moment ? Laquelle te donne le plus de garantie entre la Ferrari et la McLaren ? J'ai l'impression, ouais, tout à fait. Qui arrive à placer ces deux pilotes en tir groupé. C'est vrai. Les 3 fois. Il y a eu des problèmes avec Piastri à Miami. Mais en soi, la McLaren, elle te donne des garanties. Donc, ce jeu de 2 contre 1, il va être bénéfique à Red Bull. Parce que Norris et Leclerc, si, en fonction des typologies de circuit, vont se partager les points. Tu as une déperdition des points, quoi, on va dire. Exactement. Donc, le resserrement est là. La trajectoire est, je pense, plus euphorisante que positive pour les observateurs, pour le suspense du championnat. Mais pour autant, Max, il a toutes les armes avec lui, si ce n'est la domination de la voiture. Mais sinon, il est seul. Perez ne sera pas un concurrent. Et l'optimisation qu'il a, lui, il sait la faire depuis 5 ans. Norris et Leclerc atteignent finalement ce stade. Mais Max, lui, il a l'expérience de grosses luttes au titre. Et je le vois pas inquiété. Exactement. Si on revient sur l'axe Charles Leclerc, un nouveau Charles Leclerc, une version 2, 3.0 si vous le voulez. Est-ce que tu es d'accord sur cet avis ? On va prendre justement 2 déclarations de Charles Leclerc en conférence de presse. C'était ce week-end du côté de Monaco. On va commencer avec la première. Il nous parle de la régularité. Moi, je pense que c'est un des axes forts, en tout cas, de la progression de Charles Leclerc. Il dit la régularité, c'est important dans un championnat. C'est sûr, l'année dernière, on a fait un récap de la saison. Il y a eu pas mal d'opportunités manquées. Quand je regarde ce début de saison 2024, en tant que team, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est plutôt un point fort, surtout quand on regarde les points au classement. Charles Leclerc, qui nous a dit aussi également, toujours en... Alors non, c'était pas Charles Leclerc, c'est Frédéric Vasseur qui disait aussi également sur Formula One. C'était en parlant de Monaco, c'était un moment important pour Charles. Il a eu quelques années difficiles à Monaco. On aura un Charles avant et un Charles après Monaco. Ça va lui donner une confiance énorme. Je pense qu'il avait besoin de ça. Est-ce que t'es d'accord sur l'idée que depuis le début de la saison, on voit émerger un nouveau Charles Leclerc et qu'il pourrait encore prendre un peu plus de force et de confiance après cette victoire à Monaco ? Oui. Il y a un Charles Leclerc aussi avant Singapour 2023 et un Charles Leclerc après Singapour 2023. Jérémy de F1 La Loupe en faisait la démonstration sur pole position sur Winamax TV et c'était brillant. C'est que la victoire de Carlos Sainz à Singapour, la seule de Ferrari, la seule hors Red Bull en 2023, a changé quelque chose. À partir de là, il a commencé cette série de régularité. Bien aidé aussi par le fait que dans le même temps, la Ferrari au Japon a amené des améliorations qui étaient considérables et qui venaient confirmer les premières améliorations du Canada, parce qu'on le rappelle, les 4 premières courses de Ferrari de l'année dernière, c'est catastrophique pour Charles Leclerc. Et à partir de là, il a commencé il a fait une très grosse fin de saison, au point de revenir sur Carlos Sainz, alors que ce n'était pas le cas avant. Au point de jouer la victoire à Las Vegas. Las Vegas, oui, tout à fait. Avec un premier relais devant. Mais c'était encore un peu juste. Tous les top 4 de cette saison viennent confirmer ça. Et la preuve, prime à la régularité, Charles Leclerc est 2e au championnat avant même sa victoire. Il est devant Sergio Perez avant même sa victoire du côté de Monaco. Le déclic, par contre, c'est encore quelque chose de supplémentaire, effectivement. Quelque chose qu'il n'a pas forcément eu après 2019, par exemple, parce qu'il n'a pas eu à attendre beaucoup pour ces victoires. Par contre, il a eu à attendre beaucoup que ça revienne. Et quand c'est revenu, quand le potentiel est revenu, on a eu une Scuderia qui s'est toute seule mise la pression en 2022 et qui a diffusé cette pression au sein de l'écurie entière, même à Charles Leclerc. Puisqu'il fait cette erreur à Imola, puisque dès qu'ils étaient en tête, il y avait un problème. On parle de Bakou, on parle de Barcelone également, où il était en tête avec une avance tranquille, le turbo lâche dans le T4 à Barcelone. Donc à partir de Imola, l'erreur,
tout ça, tous ces débuts de saison, en fait, on pourrait même dire Silverstone, même s'il fait pas une erreur, entre guillemets, c'est la fiabilité de Monaco, Ferrari qui ouais, complètement. Tout le début de saison de Ferrari, je me souviens, j'avais sorti une phrase qui avait beaucoup fait rire à l'époque, c'était « Ce qu'ils font est systématiquement débile, mais toujours inattendu, et ça entretient le cerveau ». C'est une référence à Kaamelott pour ceux qui l'ont. Alors, je dis pas le cigare pour ceux qui ont la vraie ref. Parce que il dit pas ça. Tout ça pour dire que le cercle dans lequel la performance arrive, le cercle de confiance dans lequel la performance arrive est important là. Parce que du coup, Charles Leclerc, pour moi, il est 100 fois plus fort dans la tête maintenant qu'il y a Vasseur, maintenant qu'il y a de la sérénité, maintenant qu'il a gagné Monaco, que ce qui était en 2022. Après, est-ce que la monoplace de 2022 a plus ou moins de potentiel que cette SF24 vis-à-vis de la Red Bull? Je pense qu'elle en avait plus à l'époque. Et que maintenant, il faut que les évolutions suivent. Mais Charles Leclerc, à mon sens, grâce à cette victoire, grâce à ses top 4, commence à montrer qu'il est prêt pour une lutte avec Max Verstappen. Est-ce que les matériels vont suivre? Ça, c'est différent. Il y a cette annonce, et on l'avait évoqué bien sûr en avant-saison, l'arrivée de Lewis Hamilton pour 2025 aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. On avait même émis l'hypothèse à l'époque que pour Frédéric Vasseur, c'était une manière peut-être de mettre un maître étalon à côté de Charles Leclerc, de mettre quelqu'un qui va aller le piquer, qui va aller le pousser. Moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'il aurait pu justement émotionnellement tomber dans le piège, se mettre énormément de pression, surconduire et faire les erreurs qu'il a fait jusqu'à présent. Et j'ai l'impression justement d'un pilote qui prend maturité et qui gagne en vie. T'as fait un très beau parallèle avec Singapour de l'année dernière, la victoire de Carlos Sainz, qui avait pas la meilleure voiture, mais qui avait ce jour-là la track position en sa faveur et qui avait justement cette part de vis qui lui avait permis d'aller chercher cette part de stratégie, cette part de réflexion, de QI-F1 pour aller chercher justement cette victoire. Et à l'époque, je me rappelle, sur ce plateau, t'avais dit, mais c'est fou que Carlos Sainz ne sorte cette performance-là parce que je suis même pas capable que Charles Leclerc ait justement cette maturité pour sortir cette performance. Il l'a fait du côté de Monaco. C'était moins compliqué à intégrer. T'as raison, c'était moins compliqué à intégrer à Monaco, mais bon, quand même, il y a cette, pas minimiser. Il y a cette approche-là quand même, et c'est à souligner. Et je vais même remonter beaucoup plus loin. Autriche 2019, quand il y a cet accrochage ou ce dépassement de Max Verstappen sur lui, à l'époque, on avait dit, il est encore un petit peu tendre. Il manque justement de ce vice. J'ai l'impression d'un Leclerc aujourd'hui complètement transfiguré par rapport à cette époque-là. À l'époque, il avait dit si c'est comme ça qu'on doit piloter, je vais piloter comme ça. Tu dois le savoir. Complètement. Tu dois le savoir. Tu dois pas attendre de t'en prendre une pour derrière dire puisque c'est comme ça, je vais muscler mon jeu. Non, t'es championnat du monde de Formule 1. Maintenant, en fait, il y a musclé ton jeu, ce qu'il a réussi à faire fin 2019 notamment, et du coup, en surconduisant un petit peu, on se souvient de Brésil 2019, on se souvient de Autriche 2020. Il y a quand même des fautes de parcours comme ça dans le fait de muscler son jeu. Même Imola, je n'accepte pas une troisième place, une deuxième place, je sais plus. Et du coup, je perds une position ou deux, je m'en souviens plus, excusez-moi pour la précision, notamment face à Sergio Pérez. Podium, je crois, il me semble, t'as raison. Ouais, il fait quatrième, non? Il dit pas 2, il fait 4 ou 3 ou il fait 4. C'est une histoire comme ça, ouais. J'ai pas la précision, vous me direz en commentaire si jamais. Là, encore une fois, on a pas grand chose à se mettre sous la dent pour parler de ça, si c'est la régularité qu'il affiche depuis Singapour 2023. Et ce qu'il affiche depuis le début de saison, c'est récompensé au classement, encore une fois. Parce que dans le rythme, on va pas se mentir, il faut pas dire aux gens des chimères. Leclerc, depuis le début de saison, il n'y a pas un Grand Prix, si ce n'est Monaco, où il a le rythme de matcher Max Verstappen. Il n'y en a pas un. Pourtant, il est à 31 points. Et 31 points, c'est largement jouable. Juste, là, à l'heure actuelle, Verstappen n'a qu'un joker. Encore une fois, il reste 16 courses. Et aussi bien, on enchaîne 4 de suite et on n'en reparle plus dans 4 courses. Surtout que les circuits qui arrivent, qui pourront être quand même davantage pour la Red Bull. Mais, ils sont quand même pas confiants du côté de chez Red Bull. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, Max Verstappen abandonne une fois, Charles Leclerc, il est là. Il est au talon. Et Ferrari peut-être passe devant au classement constructeur. C'est anecdotique au bout de 3 courses, ça l'est moins au bout de 8. Ça le sera encore moins si ça se confirme jusqu'à Silverstone. Encore une fois, attendons les évolutions. Mais les évolutions qui arrivent, McLaren, j'ai pas la date. En même temps, ils viennent d'en amener 9. Ouais. Non, oui, 9. Ferrari en a amené 9 aussi. Red Bull prévoit d'en amener à Silverstone. Silverstone, c'est dans 1, 2, 3, 4 courses. Oui, je les ai mis dans l'ordre. Moyen mémotechnique, c'est bien joué ça. J'avais le temps ce matin. Je les ai mis dans l'ordre. Donc, c'est dans 1, 2, 3, 4 courses. Donc, il y a quand même 4 courses à exploiter. Montréal,
Ça devrait permettre... Circuit moteur, hein. Circuit moteur, avantage un peu à Ferrari, même si le Honda est là. Avec la traction folle qu'on a vue à Monaco. Exactement, notamment en sortie d'épingle au fond. Celle-ci, là. Ça permet, c'est bien, c'est génial. Mais par contre, circuit bosselé, mais circuit quand même qui devrait convenir davantage à Red Bull. Après, sur les vibreurs, on verra, justement. Barcelone, je vois pas Red Bull inquiété. Autriche, ça va convenir à McLaren et Red Bull. Silverstone, les évolutions. Pour Red Bull. Sauf que, là, on peut se dire, Ferrari, il faut qu'ils en profitent. Mais Silverstone, il y a un nouveau bundle d'évolution pour Ferrari. Exactement. Ferrari arrive avec ses Evo à Silverstone. Et après Silverstone, c'est Budapest. Et là, où le package actuel est suffisant pour Ferrari. Donc, c'est ouvert. Ce que je te dis tout à l'heure par rapport à Max Verstappen, je le pense et je le penserai toujours, à mon avis, même s'il a 55 points ou 60 points de retard à 4 courses de la fin, pour moi, il restera favori parce qu'il m'a prouvé tellement de choses ces 4 dernières années et il a marché sur ma culture F1, le mec. Il a marché sur ma culture F1, sur tout ce que je savais de la F1, parce que tout ce qui n'était pas faisable, il l'a fait. Notamment en 2021, quand c'est pas censé se produire, ça se produit, ne serait-ce qu'au freinage. Alors, on va tous dire il a un pilotage dégueulasse, ça machin. Faut aussi se rappeler que la Red Bull c'est la meilleure freineuse du plateau, et que ce que réussit à faire Max Verstappen, c'est pas que parce qu'il est cracra, c'est parce que il a ces freins là. Mais bon, je divague. C'est pour. Non, mais c'est important. C'est pour venir mettre des erratums à certains ont dit. Éviter certains commentaires aussi. Oui, et qui méritent d'être dilués dans la tempérance. Et du coup, tout ça là, le temps qu'on va avoir avant les évolutions, ça va être une des premières réponses. Mais Silverstone va être une énorme réponse. Et c'est dans longtemps, Silverstone. Enfin, c'est demain, mais ce que voilà, c'est dans 4 courses. Il reste 3 Grands Prix, il y a 75 points. Complètement. Et au niveau du constructeur, il y en a 120, 43 x 3, ça fait 129. Exactement. Il y en a 129 à prendre. Et on n'oublie pas ce qu'on a expliqué sur les derniers débriefs, c'est que sur le composé de pneumatiques durs, qui devrait être le composé à la mode cet été lorsqu'il y aura des fortes chaleurs. Pour McLaren. Red Bull n'a plus l'ascendant. Oui. Et ça, c'est une note très importante. Après, encore une fois, ça va dépendre de la température piste. Visiblement, en fait, le truc, c'est que la Red Bull est meilleure en perf pure, mais la fenêtre d'exploitation est moins grande que la McLaren et que la Ferrari. La Ferrari est en dessous de la McLaren en termes de perf pure, mais la fenêtre est aussi grande que celle de McLaren. Et la McLaren est moins bonne que la Red Bull en perf pure, mais la fenêtre est vraiment plus grande que celle de la Red Bull. J'en veux pour preuve les relais d'Imola. Les relais d'Imola, médium, Max il est seul au monde, on peut le dire, sur ce premier relais. Oui, parce que justement il n'abîme pas ses arrières. Au moment où on passe sur les hard, la température piste baisse et la fenêtre de température pour ne pas sous-virer pour Max Verstappen n'est plus là. Ça, ce n'est pas arrivé à Lando Norris. Il a quand même gagné Imola, c'est un indicateur. Si on a des choses un peu variables comme ça du côté des autres Grands Prix, on peut avoir une Red Bull dominante, mais pas sur toutes les séances. Et si la fenêtre d'exploitation de la McLaren et de la Ferrari est plus grande, tu vois, c'est ouvert, c'est ça que je veux dire. Ouais, clairement, c'est qu'en soi, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme si on te demandait de faire 1000 km avec une Clio et de faire 1000 km avec une Ferrari. Alors tu vas y arriver beaucoup plus vite avec la Ferrari, mais il y a peut-être moyen que tu tombes 2 fois en panne. Ou c'est le lièvre et la tortue, quoi, d'une certaine manière. Parce que ta fenêtre est moins grande, tu vois. Donc, c'est pas une question de fiabilité. C'est plus une question justement de comment tu vas réussir à optimiser avec le matériel que tu as et les conditions. Exactement. Mais encore une fois, c'est dur à expliquer. 2, je connais pas tout de ce qui se passe. Sinon, je serais pas là. Je serais. Si, justement. J'avais oublié que c'était le summum. Bah oui. Mais j'essaie de vulgariser un peu le truc. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le championnat. Il est pas relancé dans le sens où il n'y a pas une lutte Hamilton-Verstappen 2021. Non, ça oui, faut oublier. Max Verstappen reste le grand favori. Mais il n'y a plus beaucoup de jokers. Il n'y a plus beaucoup de droit à l'erreur. Si Red Bull, par exemple, rate ses évolutions du côté de Silverstone, ce qui n'est pas impossible, parce que pour le moment, les évolutions amenées à Imola, on n'a pas vu un effet de malade, tu vois. Elles étaient minimes comparées à ce qu'a amené McLaren à Miami et Ferrari à Imola. Mais si l'impact est pas gros et que l'impact continue d'être gros, 1 pour Ferrari, 2 pour McLaren,
Là, il y aura du souci à se faire. Mais pour le moment, ça permet juste de maintenir un écart statistique intéressant en vue d'un moment majeur, à savoir la mi-saison et Silverstone. Exactement. On a parlé de la situation de Ferrari, on a parlé de ce nouveau Charles Leclerc, en tout cas qui nous semble émerger. Il y a un deuxième axe qui est important, même si tu as commencé à en parler, c'est très important de l'évoquer. Après Imola, après ce qu'on a vu aussi, après ce qu'on a vu à Miami, après ce qu'on a vu à Imola, et là au sortir du week-end monégasque, est-ce qu'on peut commencer à être inquiet un petit peu pour Red Bull? Est-ce que Red Bull est en danger ou vraiment en danger? Est-ce qu'il y a l'ombre d'un doute, en tout cas autour de la situation de Red Bull? Je vous ai listé là justement plusieurs points et on va essayer d'en parler ensemble. Il y a une certitude et tu l'as dit, la marge, l'avantage en tout cas de Red Bull semble s'éroder en termes de performance. Imola et Monaco, est-ce que quelque part c'est pas deux épiphénomènes? Est-ce que lorsqu'on est un petit peu inquiet justement pour Red Bull, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la culture de l'instant? On rappelle que Red Bull, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, semble être toujours devant sur des typologies on va dire conventionnelles, type par exemple le circuit de Barcelone. Par contre, Helmut Marko a fait une déclaration ce week-end à Sky Germany en expliquant qu'ils avaient un véritable problème de corrélation entre la simulation et la piste. Je vous donnerai la déclaration dans quelques instants. Ça rappelle Mercedes, ça rappelle toutes les écuries qui sont en grande difficulté. Donc ça, c'est quand même un loup dans la bergerie qui n'est pas à mésestimer. C'est le début des problèmes. Exactement, c'est le début des problèmes. C'est quand ce qu'on voit à l'usine, on ne le retrouve pas en piste. Alors ça, c'est un sacerdoce absolument. Je te coupe une seconde. Oui, vas-y. La première chose qu'a dit Vasseur après l'apport des évolutions, et je parle pas d'Imola, je te parle de Fiorano, c'est de dire ouf, ça correspond à l'ordi. D'ailleurs de dire on n'a pas raté notre mais truc. parce qu'il faut le dire aux gens qui nous regardent. Ils sont tributaires en soi. La corrélation entre la piste et, enfin, ce qui se passe à l'usine dans les simulateurs et la piste, on en avait parlé avec le F1 Whisperer au tout début de la révolution 2022, c'est l'énorme difficulté qu'ont toutes les écuries, parce qu'en fait, les modèles de simulation et les modèles de soufflerie ne sont pas dans l'exactitude de ce qu'on retrouve en piste, notamment sur la rigidité des suspensions, notamment sur la taille aussi des maquettes qui ne sont pas forcément sur une échelle 1.1. Bref, enfin, c'est très plus en plus rigides et qui sont de plus en plus rigides en effet, et il y a certains phénomènes notamment Red Bull qui n'arrivent pas à comprendre en fait. Vous le verrez tout à l'heure avec la déclat d'Helmut Marko, mais sur le passage des vibreurs, ils ne retrouvent pas cette instabilité notamment en simulateur. La rigidité de la Red Bull est un avantage partout sauf quand le châssis est mis à mal. Complètement. Imola, si t'es trop rigide, en fait t'as un sous-virage permanent. Exactement. Ça devient l'enfer. Et Monaco, c'est pareil. Exactement. Mais quand t'auras un billard, et d'autant plus avec ce concept que t'essayes de faire rouler le plus bas proche du sol, s'il y a des bosses, c'est là justement où tu rebondis comme un kangourou. Alors, pour reprendre. Par contre, encore une fois, Barcelone, je suis pas devin, mais s'il y a 20 secondes d'avance pour Max, je serais pas étonné. Non, ça serait pas une et surprise. Je ne remettrai pas en question ce qu'on vient de dire là. C'est juste qu'aujourd'hui, t'as des pistes sur lesquelles la Red Bull n'est pas faite pour. Exactement. Et avant, c'était Singapour là, parce qu'il y avait une telle domination sur le reste que les défauts étaient gommés par la domination et le fait que pas grand monde avait compris le concept à part Red Bull. Imola, l'année dernière, ça pose pas de problème. Complètement. Maintenant, il y a des pistes où Red Bull sera moins fort. Exactement. Mais si on prend tous ces points, le fait que la marche s'érode, en prenant en compte ce qui s'est passé à Miami, à Imola, à Monaco, le fait que on va revenir certes sur des typologies conventionnelles, mais qu'il y a ce problème de corrélation, simulation piste, les évolutions majeures qui sont attendues, on en a parlé tout à l'heure, que à Silverstone. Il y a quand même un point rassurant pour Red Bull, c'est que pour moi, ils restent les meilleurs dans l'exécution, dans la stratégie, dans la manière aussi également de dicter les arrêts. Mais il y a l'autre problématique, tu as commencé à l'évoquer, c'est celle d'un Verstappen un peu trop esselé. Là, je pense au classement des constructeurs. Est-ce que pour toi, on est dans la culture de l'instant si on commence à être un petit peu inquiet pour Red Bull? Le classement est dans la culture de l'instant, donc quand tu regardes le classement, forcément... mais c'est difficile de pas l'être dans le sens où on n'a pas d'autres éléments que les déclarations et l'annonce des évolutions. Pas parce que la trajectoire est bonne que la trajectoire va continuer d'être bonne. On peut parler du cas Aston Martin. La trajectoire tu peux te planter sur tes évolutions, t'as raison, ça peut arriver à McLaren, Ferrari ou Red Bull, t'as raison, voilà. Tout à fait. Donc les trois peuvent se planter et la seule qui nous a amené autant de certitude, c'est Red Bull pour l'instant. Donc la cote du plantage de Red Bull est pas élevée. Mais ça reste des humains. Donc ça peut arriver. Est-ce qu'on est dans la culture de l'instant? Je pense que, encore une fois, on est dans la culture de l'euphorie, du spectacle qu'on attend, qu'on a envie. Et là, je parle pas comme un anti-Red Bull, je parle comme... un amoureux de la Formule 1, quoi.
celui qui veut voir une bataille pour un championnat. Et du coup, forcément que quand tu vois un morceau de lumière, tu as envie de regarder vers ce morceau de lumière. Je pense que la saison et ce sera dans tous les cas plus serré que 2023. En même temps, c'est pas compliqué. Mais même que 2022. Pourquoi ? Parce qu'on a 3 écuries qui ont compris le concept, contrairement à 2022. On arrive vers la fin de l'ère, on est au milieu de l'ère. Puis la convergence excuse-moi de te couper, mais la convergence au-delà des performances, des designs aussi. Oui. C'est qu'il y a un concept qui a émergé et désormais tout le monde est dessus, quoi. En fait, je vois plus comment on peut remettre une seconde autour. Maintenant. Pas dans cette ère, en tout cas. Ou pas sans prendre un risque énorme. Risque qu'a voulu prendre Red Bull et qui, pour le moment, est semi-payant. Mais si tu ne repars pas d'un concept nouveau qui redomine tout, je pense pas qu'on reverra ça avant fin 2025. Après, encore une fois, tout le monde peut se planter sur un gros truc et faire que. Mais preuve en est que ce qu'on disait milieu 2022 et pas si faux que ça, qui était, je sais pas si c'est Red Bull qui est surpuissant ou si les autres qui n'ont pas encore compris. Force est de constater que les autres, quand ils comprennent, il y a un peu des deux, quoi. Red Bull redevient pas une écurie classique, mais rentre un peu plus dans le rang. Moins merveilleux. C'est ça. Et donne l'opportunité de se dire, ça peut arriver. Encore une fois, Max, il en a pris 5 sur les 8, dont 4 où la Red Bull est dominante. Et ces 4-là sont dans les 5 premiers GP. Après, une fois que McLaren a amené et Ferrari a amené des évolutions, ça commence à se splitter. Mais ces évolutions, effectivement, ont été amenées sur les circuits qui ne conviennent pas à Red Bull. Exactement. Quelques réactions en interne chez Red Bull, c'est important de le partager parce que le discours change un petit peu. Helmut Marko, je vous le disais tout à l'heure, je voulais résumer la citation, mais je vous l'offre quand même sur un plateau. Le problème fondamental n'est pas le circuit, mais la corrélation entre simulateur et circuit. Ça ne fonctionne pas. Dans le simulateur, nous roulons sur les bordures sans aucun problème. Nous devons nous assurer que lorsque nous arriverons sur de vrais circuits comme Barcelone, nous retrouverons notre ancienne forme. Il y a quand même l'ombre d'un doute. De ça. Voilà, il y a l'ombre d'un doute quand même du côté de chez Helmut Marko, et on rappelle les soucis, c'est que cette voiture sur les bosses et sur les vibreurs, elle a d'énormes problèmes de stabilité, elle perd en grippe, et donc Helmut Marko nous explique que ça, on ne le voit pas dans le simulateur, mais par contre, malheureusement, ça leur a posé des problèmes à Imola, ça leur a posé des problèmes à Monaco, qui sont des typologies assez particulières. Prenons l'avis de Max Verstappen. Il l'a dit juste après la course, c'était assez intéressant. Il dit, la voiture est comme un kart à pédale, ça va te parler. C'est comme si je courais sans suspension, donc ça saute beaucoup et ça n'absorbe ni les vibreurs ni les bosses. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous avions ce problème depuis 2022. Ces dernières années, nous avons eu un avantage en performance et ça a un peu masqué ses faiblesses parce que nous gagnons dans les virages où les vibreurs et les bosses ne sont pas vraiment contraignants. Mais avec tout le monde qui rattrape son retard, naturellement, quand vous n'améliorez pas votre point le plus faible, vous êtes découvert et c'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est un problème fondamental, donc ce n'est pas quelque chose qui sera résolu en quelques semaines. Oui, mais tous les GP n'ont pas ces typologies-là. Complètement, t'as raison. Donc, le problème, il est majeur pour Red Bull, mais est-ce qu'il est majeur pour le championnat quand tu sais que quand il a l'opportunité, il la gagne ? Pas sûr. Pas sûr, mais tu vois... Barcelone, je vois pas comment ils peuvent être inquiétés. Même si le simulateur les rend à l'aveugle aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, c'est ça dont se plaint Helmut Marko. Sans faire de mauvais jeu de mots, ça les rend aveugles. Donc, du coup, c'est plus ça qui les inquiète, de pas arriver avec des certitudes et de devoir, du coup, se dire, merde, c'est pas comme ça que ça marche. Et prendre 2 séances d'essai pour tout régler. Mais Barcelone, ça va aller, je pense. Mais regarde, une dernière citation de Max Verstappen, et promis, après j'arrête avec les citations, mais tu vas voir que celle-ci, elle est intéressante parce que mine de rien, c'est quand même une remise en question du concept RB20. Max Verstappen vient nous expliquer que ces problèmes de stabilité sur les bosses et sur les vibreurs, justement, existaient déjà du temps de la RB19. Mais il a été interrogé en conférence de presse hier où on lui dit mais on nous avait dit que la RB20 corrigerait justement les faiblesses de la voiture l'année dernière. Réponse de Max Verstappen, eh bien c'était censé l'être mais cela ne s'est pas produit. Nous devons comprendre de quoi il s'agit car nous le comprenons clairement pas. Oui. Ça c'est un problème pour la saison de Red Bull quand même. Ah oui. Je peux pas te dire autrement que oui. Je sais, je sais convaincu. Mais ce que ça veut dire juste c'est qu'on a un point faible et qu'on ne trouve pas la solution. Mais jusque-là, tout le monde avait 20 points faibles et ne trouvait pas la solution. Donc aujourd'hui, Red Bull a son point faible. Voilà, c'est bon, c'est dit. L'année dernière, Mercedes, Aston Martin et Ferrari avaient leurs points faibles et leurs forces et jouaient sur chaque carte. Ça veut juste dire que Red Bull est rentré dans la concurrence.
que Red Bull aujourd'hui n'est pas une voiture bonne partout. Ce problème-là, quand tu regardes les typologies de circuits sur l'ensemble de la saison, il est majeur, oui, parce qu'au final, ça veut dire qu'ils arrivent sans armes sur certaines typologies, mais ça concerne un tiers des circuits dans la saison. Donc, si Max Verstappen fait du Max Verstappen et que si Red Bull dans l'exécution fait du Red Bull, ça ne devrait pas les inquiéter. En état actuel des choses, parce qu'on a vu les évolutions. Encore une fois, ils amènent des évolutions McLaren et Ferrari, ça performe sur des circuits qui ne sont pas avantageux à Red Bull, et Red Bull n'est pas 15e. Red Bull n'est pas dans une sauce monumentale. Max Verstappen fait 6 là, c'est son pire résultat depuis... Oui, ça va. Même Singapour, je crois qu'il fait 5 l'année dernière. Singapour, il fait 5. Donc ça veut dire que c'est son pire résultat depuis 2022. Et je sais pas quand, d'ailleurs. Hors abandon, je crois. Oui, hors abandon à la régulière, quoi. C'est ça. Donc du coup, il va falloir plus que ça pour déstabiliser Red Bull. Au constructeur, peut-être, tu vois, par exemple. Ah oui, avec le cas Pérez, quand même, qui pose souci. Bah, surtout que Pérez, lui, tout ce que subit Max Verstappen, il le subit x10, quoi. Complètement. Parce que Max, il arrive à s'accommoder de sa voiture. Et ça peut l'atteindre mentalement derrière, quoi. C'est surtout que c'est pas toujours en deux temps. C'est-à-dire que t'es en difficulté et derrière la spirale infernale, mentale, exigeante, d'ailleurs, en Formule 1. On sait que, voilà, chaque saison, il est rincé, Sergio. Tout à fait. Il est rincé mentalement. C'est peut-être celle de trop. Enfin, on sera à même de se poser la question dans quelques semaines. Ça continue. Ce sera celle de trop le jour où il y aura un pilote de chez Red Bull qui montrera suffisamment de performance et qui rendra un petit peu gênante sa place chez Racing Bull comparé à la place de Perez chez Red Bull, ou qu'une jeune pousse telle Lisa Kedjar s'affirme pour une place en Formule 1. Liam Lawson s'affirme assez pour dire c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas encore le cas, et il a bénéficié de cette chance là pour le moment, Sergio Pérez. Si on voulait vulgariser et faire une photographie finale, on va dire à date après le 8e Grand Prix de cette saison 2024, en se projetant sur la suite des événements et ce qui pourrait être une lutte pour le championnat des pilotes et des constructeurs, est-ce que en vulgarisant on pourrait pas se dire, tu sais, quand on fait ce fameux tableau des forces d'un côté et des faiblesses qu'adore d'ailleurs notre copain Jérém de F1 à la loupe, est-ce qu'on pourrait pas se dire que la Red Bull a plus de faiblesses que ses concurrentes aujourd'hui à date avant les évolutions de Silverstone, mais par contre qu'elle a des forces qui sont peut-être plus importantes que Ferrari et McLaren. Oui, elle est plus hétérogène. Mais encore une fois, un mauvais résultat de Red Bull et tu le compares à un mauvais résultat de Ferrari, c'est juste dans la lecture qu'ils sont différents. Mais quand Charles Leclerc finit 5 parce que la typologie de circuit leur convient pas, est-ce que c'est bien différent de ce que fait Max Verstappen hier ? C'est vrai. Non, c'est la même situation. Donc je pense que c'est plus la lecture qu'on en a qui te fait dire que quand Red Bull tombe, il tombe fort parce qu'il tombe pas deuxième. Et parce que tu t'y attends moins. Et encore, à Miami, ils sont tombés deuxième. Et c'est plus que tu t'es tellement habitué à voir Max Verstappen enfiler les victoires comme des perles que quand ça s'arrête, t'es surpris. Mais je suis pas sûr que les faiblesses de la Red Bull soient plus fortes. Je pense qu'on s'y attendait juste pas, en fait. On ne l'a juste pas vu venir. Par contre, effectivement, le potentiel max de perf, pour le moment, Ferrari et McLaren, ils sont pas, à mon sens. C'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'il faut garder un peu une certaine raison là-dessus, et que Silverstone et sa suite nous donneront davantage de réponses là-dessus. Mais le sens de l'histoire, c'est quand même que Red Bull se fasse rattraper. Exactement. Et le sens de l'histoire, d'ailleurs, et t'as raison, moi je conclurai d'ailleurs là-dessus, c'est quand même que cette situation un peu plus compliquée pour Red Bull depuis le début de saison donne de la force à McLaren et Ferrari. Moi, j'ai l'impression que depuis, c'est la fameuse citation, tu sais, de Frédéric Vasseur qui disait maintenant qu'on s'est rapproché, il va falloir qu'on prenne plus de risques justement dans les évolutions, qu'on travaille, qu'on les amène peut-être un peu plus rapidement aussi pour mettre la pression sur Red Bull. Red Bull fait moins peur que l'année dernière. Tu vas avoir une différence d'attitude. Et ça, c'est important justement dans l'approche des concurrents. Je sais pas si tu te souviens, je sais plus où c'était. Je me demande si c'était pas au Mexique l'année dernière, où on se plaignait d'un truc, c'est que comment tu veux que Max Verstappen soit en danger si tout le monde le laisse passer ? Complètement. Aujourd'hui, je suis pas sûr que qui que ce soit, à minima dans les trois, mais peut-être même Mercedes, ne se laisse dicter sa loi par Max Verstappen parce qu'on perdra trop de temps ou quoi. Aujourd'hui, on voit que la Red Bull est prenable. S'ils sont moins bien à un moment donné, on va pas se dire « Ah, mais c'est un problème de capital gomme, ne perds pas du temps avec ça. » Non, on va aller jouer contre ça. Aujourd'hui, l'année dernière, si Ferrari était 2 et 3, sécurise. Complètement. Mets les points pour le championnat. Prends pas de risque. Aujourd'hui, Vasseur, il va dire, bah non, les performances sont là pour aller jouer la victoire. Y aller, Et
pour ça que ça m'agaçait un peu. Après, c'est compréhensible, hein, le pragmatisme est roi en Formule 1. La preuve, on a encore une course où tout le monde a dû rouler pas vite pour être pragmatique. Mais justement, ça accentuait cette affaire de domination qui, aujourd'hui, du coup, tu sais, je sais pas comment donner ça, mais c'est si personne n'enfreint la loi, tu vas pas aller te risquer à l'enfreindre. Si tout le monde l'enfreint dans une émeute, en fait tu te dis ok, il y a plus de règles, donc on peut y aller. Ouais, s'il le fait, je peux y aller. C'est l'impression, encore une fois. Mais c'est la même chose avec les dictatures, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où personne ne bronche, t'as un sentiment que tu peux rien faire, tu vois. Maintenant, tu te rends compte que tu peux faire quelque chose. Au final, la brèche est ouverte. Ça nous convient pas, ça. Donc, on va peut-être faire quelque chose. Après, encore une fois, je métaphorise. Non, mais t'as raison. C'est pas forcément très technico-sérieux ce que je dis, mais c'est pour vous donner une image de justement ce qui peut se passer dans la tête des dirigeants de la F1 actuelle qui se disent aujourd'hui Red Bull, c'est peut-être le moment d'y mettre fin. Exactement. On a les moyens d'y mettre fin. On a bien compris en tout cas que les concurrents sont plus forts, qu'il y a l'ombre d'un doute concernant Red Bull, mais qu'il ne faut surtout pas tomber dans la culture de l'instant. Attendons de voir les évolutions, attendons de voir quand on retrouvera des typologies de circuits un petit peu plus conventionnelles. La réalité aussi, tu l'as dit, c'est que la dictature de Red Bull s'effrite et il faudra voir justement comment les concurrents vont rentrer dans la brèche. Voilà, c'était un débat très intéressant en tout cas, sur lequel on est d'accord forcément parce qu'on partage aussi également les enseignements tirés sur les 8 premiers Grands Prix, mais c'est intéressant aussi de faire du décryptage autour de la situation de Red Bull, autour de l'évolution de Charles Leclerc, parce qu'on est beaucoup tombé sur Charles Leclerc ces dernières années. On a le droit d'être un petit peu enthousiaste après 8 courses. Oui, bien sûr. Puis même, en fait, ça fait suite à la victoire de Norris. Il y a 2 Grands Prix. On n'a pas beaucoup parlé de McLaren, mais t'as raison. Où tu te dis aussi, parce qu'on l'a anglais Leclerc, mais où tu te dis aussi que les pilotes aujourd'hui sont peut-être à maturité pour affronter le colosse qui est devenu Max Verstappen. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. On parlait de trop de tendresse chez les deux. On parlait de biais psychologiques, tout ça, machin. En fait, le signe indien de Norris, il est vaincu à Miami. Le signe indien de Leclerc, il est battu à Monaco. Game on. Exactement. Game on. Game on. Eh ben tiens, tu veux jouer ? On va jouer justement avec notre producteur et ami Thomas Dufont. Si jamais le pari sportif fait partie de votre manière de consommer le sport, nous sommes soutenus nous-mêmes par Winamax et Thomas Dufont vous explique justement comment parier en toute sécurité. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà, vous savez tout sur la manière avec laquelle il faut parier, bien sûr les amis. N'oubliez jamais, il faut être majeur avant tout, il faut le faire pour le plaisir et pas forcément pour aller chercher le plus de gains possible. Et on joue bien sûr avec l'argent dont on dispose justement. Tiens, on parlait de cette nouvelle physionomie Brice au classement, mais aussi également dans l'impression. Allons prendre l'avis des marchés, si tu le veux bien, pour le prochain Grand Prix. On le rappelle qu'il aura lieu dans 15 jours du côté du Canada. Je te donne les codes comme ça à la volée. Max Verstappen reste le chouchou à 1,35, Charles Leclerc est à 6,50, Lando Norris à 7,50. Ton avis de parieur là-dessus, tu irais sur quelle mise ? Parce qu'à 1,35 Verstappen, ça donne pas forcément envie de jouer. 1,35 Verstappen, 6,50 Leclerc, 7,50 Norris. C'est pas facile. Hein. La victoire, c'est dur. Après, je jouerais pas. T'es étonné que les marchés justement voient Max Verstappen aussi haut en qualité de favori ? On va pas se mentir, c'est pas bon pour le business, mais je le trouve inspiré. J'ai trouvé inspiré parce que c'est pas parce que Max Verstappen n'est pas dominant à Monaco et n'est pas dominant à Imola, n'est pas dominant à Miami qu'il le sera pas au Canada. Après, si tu veux faire un bon coup, peut-être que mettre une piécette sur Leclerc parce que justement la Ferrari est pas mauvaise du tout sur cette typologie de circuit là. On l'a déjà vu en 2023 et le 2024 est une suite de 2023. Ça peut se faire. Mais j'aurais préféré voir une cote un peu plus haute de Max Verstappen qui aurait profité des derniers résultats. Exactement. Pour du coup dire c'est le moment. Jouer Max Verstappen. C'est le moment de jouer Max Verstappen. Là c'est pas le cas. Donc, exactement. mais moi je préfère être honnête avec vous. Ça m'inspire pas de fou là. Ouais, ça inspire pas. Et quand ça contrairement inspire pas, à celle de Lewis Hamilton hier, au moment où
il y a eu l'écart Le pour le meilleur meilleur tour. T'es là en mode Là, c'est peut-être le moment. c'est peut-être le moment. Ça a été le moment, il a fait le meilleur tour. Et j'espère que vous avez gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent grâce à ça. Merci Brice en tout cas pour cette émission. Format un petit peu différent, on l'a dit. Mais c'était un régal et j'espère que vous avez appris des choses dans cette émission. Et si c'est le cas, vous nous laissez un petit commentaire, votre avis. Et on continue cette discussion comme on a l'habitude de le faire avec vous chaque semaine après chaque émission. Dans 15 jours désormais. Oui, ça va venir vite. Avec Hamza et plus de pluralité d'avis parce que je suis désolé qu'il n'y ait que le mien. Mais il a été excellent. Il a discuté, mais je suis sûr qu'Hamza va regarder la vidéo. Les gens sauront le dire dans les commentaires s'ils le savent pas. Si, t'inquiète pas. Et je sais qu'Hamza va regarder la vidéo et se dira que tu as tout dit, qu'il n'y avait rien à rajouter. Bonne journée les amis, à très vite. En tout cas, n'oubliez pas, cette émission est disponible aussi en podcast. On se retrouve très vite. Le pouce, l'abonnement, si vous êtes sur YouTube, on en a toujours besoin. Ciao.